Les secrétaires généraux des ministères et institutions chargés de l'expédition des affaires courantes sont en concertation aujourd'hui. Ils échangent sur les stratégies d'opérationnalisation des instructions du chef de l'État. Le secrétaire général du ministère du gouvernement a invité à un esprit de collaboration. Journée mondiale de la santé mentale, hier 10 octobre. À l'occasion, nous parlons de la dépression, familièrement considérée comme une maladie de blanc, mais qui concernait pourtant 12% de la population burkinabé en 2015. Certains malades restent muets en raison des préjugés, mais d'autres ont accepté de se confier. À suivre dans ce journal. Et puis, football, championnat national Ligue 1, 4e journée. Enfin, une victoire pour le RCK et le coach Amadou Sampou. Un match joué ce 9 octobre au stade municipal. Cette confrontation a été émaillée de plusieurs décisions arbitrales controversées. À suivre donc en fin de journal. Je vous retrouve, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Je vous le disais en titre, donc, cadre de concertation, de dialogue et d'information des secrétaires généraux des ministères et institutions. Ils échangent aujourd'hui sur les dossiers urgents de leurs différents départements ministériels et institutionnels. Les différents secrétaires généraux sont invités au dévouement à la tâche. L'ouverture des travaux ce matin à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. C'est avec Fatima Tanikima. Chargé de l'expédition des affaires courantes depuis les événements du 30 septembre dernier, ces secrétaires généraux des ministères et institutions du Burkina Faso sont désormais habilités pour l'exécution du budget de leurs différents départements. En concertation ce 11 octobre, ils échangent sur les stratégies d'opérationnalisation des instructions du chef de l'État. Faisant suite donc aux instructions du président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, chef de l'État, relative au traitement diligent des dossiers de vos ministères, il est apparu opportun d'organiser cette rencontre dont l'objectif est de nous permettre donc d'échanger autour des dossiers urgents, d'opérationnaliser les instructions de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, d'échanger autour de l'habilitation des secrétaires généraux des ministères pour l'exécution du budget 2022 dans le cadre de l'expédition des affaires courantes et enfin de partager donc des informations diverses. Le secrétaire général du gouvernement chargé de l'expédition des affaires courantes à l'ouverture des travaux a interpellé ses collègues à faire preuve de collaboration et de dévouement à la tâche. Selon Jacques Sosten Dengara, parmi les instructions du capitaine Traoré, il y en a qui sont urgentes. Au titre des nouvelles instructions pour cette semaine, nous pouvons citer entre autres le développement d'une stratégie de sécurisation des sites ou des investissements hydrauliques pour des activités agro-silvopastorales, la mise en place d'un plan d'urgence pour la production de campagnes sèches, la mise en place d'un plan d'urgence d'accès aux services de santé, mais aussi le développement des infrastructures routières. Deuxième du genre pour cette année 2022, cette rencontre des secrétaires généraux des ministères et institutions est un cadre de concertation et d'information. Voulu par le secrétariat du gouvernement et du conseil des ministres, cet espace d'échange a pour objectif la promotion et le renforcement de la collaboration entre les ministères et institutions dans la conduite de l'action gouvernementale. Au Burkina, quelle armée face au terrorisme? Cette question a été abordée au journal du dimanche soir, le 9 octobre dernier. Et pour analyser la question, l'expert en sécurité, Mahamadou Savadogo, il est revenu sur les récentes attaques meurtrières de Gaskindé notamment et a donné sa lecture sur la stratégie de combat des forces de défense et de sécurité. Il propose par ailleurs quelques pistes de solutions. Linda Sarakabouré. Invité du journal du dimanche au soir du 9 octobre 2022, l'expert en sécurité Mahamadou Savadogo est revenu sur l'attaque meurtrière de Gaskindé. Tout en déplorant les conséquences de cette attaque, l'expert en sécurité pointe du doigt la stratégie de l'escorte. Pour lui, escorter plus de 200 camions avec plus de 500 personnes dans ces conditions, c'est les amener à l'abattoir. Comment l'armée doit-elle s'y prendre pour éviter de telles erreurs? L'expert en sécurité répond. Lorsqu'on fait l'escorte, il y a un dispositif qu'il faut mettre en place. On choisit soit de faire la sécurisation des zones, c'est-à-dire on sécurise la zone avant qu'une escorte n'arrive, et là on sait qu'on peut rouler sans problème, ou bien on fait une escorte normale conventionnelle, c'est-à-dire avec tous les éléments possibles. Donc vous avez un élément précurseur qui est à 5 à 10 km du convoi,
et qui balise et qui informe le convoi si tout va bien et le convoi avance. Au-delà de revoir la stratégie, Mahamoudou Savadogo rappelle une fois de plus la nécessité de doter les forces de défense et de sécurité de matériel logistique adéquat dans cette guerre stratégique. C'était des gens de peau blanche, tatoués, et qui utilisaient même des chiens, des bergers allemands. C'est des entités assez organisées qui utilisent 2 fois la méthode de la guérilla et 2 fois la méthode conventionnelle. La méthode conventionnelle, c'est ce qu'ils ont fait à Gaskindé, c'est-à-dire monter une base d'assaut et à partir de cette base d'assaut, attaquer maintenant le convoi. Donc nous avons une guerre asymétrique combinée à une guerre conventionnelle. Et si nous n'adaptons pas notre combat à cela, nous ne pouvons pas gagner ce combat. Pour mener à bien cette lutte contre l'île terroriste, la cohésion au sein de l'armée est très importante. En plus d'avoir des chefs militaires pour conduire les troupes au combat, il faut une force spéciale et l'implication de toutes les entités des forces de défense et de sécurité. Les forces spéciales n'ont pas leur place en ville parce que c'est des gens qui sont très bien équipés, aguerris. C'est eux qui ont la meilleure formation. Et aujourd'hui, les groupes armés même nous incitent au contact, au corps à corps. Et qui est mieux préparé pour faire le corps à corps? C'est les forces spéciales. Qui est le spécialiste de traquage? Qui peut traquer les fraudeurs, les trafiquants de carburant de moto? C'est bien les douaniers. Qui sont les meilleurs pisteurs dans les forêts où sont retranchés les groupes armés terroristes? C'est les eaux forêts. On devrait les impliquer dans toute notre stratégie. Face à cette guerre asymétrique, l'expert en sécurité suggère de revoir la formation des officiers. L'objectif en le formant, c'est d'abord en le formant dans le but de mener une guerre, de mener cette guerre. Et après, il y a ce qu'on appelle les applications. Après, lorsque la guerre est finie, ils peuvent aller faire une application, c'est-à-dire compléter sa formation, qui est une formation théorique en ce moment. Et présentement, on n'en a pas besoin parce que les gens qui rentrent dans l'armée, c'est des gens qui ont des capacités intellectuelles. Et je peux dire même qu'ils ont des capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne. Donc ça veut dire qu'ils assimilent très rapidement et ils sont physiquement aussi aptes. Donc ça veut dire qu'effectivement, on peut renverser la tendance en ayant une administration de guerre. L'expert en sécurité Mahamoudou Savadogo suggère aux autorités de tenir un langage de vérité aux populations, car cette guerre ne pourra se gagner qu'avec une collaboration franche des populations. Les assises nationales annoncées par le chef de l'État au lendemain du coup d'État sont prévues se tenir les 14 et 15 octobre prochains à Ouagadougou. Ce cadre va donner lieu à l'adoption de la charte de la transition et à la désignation du président du Faso. Mais l'importance de cette rencontre qui va réunir les forces vives de la nation se pose selon donc l'administrateur civil Kalifara Serré. Il estime que l'urgence est à la tenue d'assises, mais avec uniquement les acteurs de l'armée nationale. On l'écoute. Les organes, c'est évidemment donc la charte, l'Assemblée législative, le Conseil d'orientation, et puis évidemment donc un gouvernement. Voilà, c'est les principaux organes comme ça. Parce que c'est pour construire la légitimité, il faut le dire, et très fortement, toutes les légitimités là, pendant cette guerre, puis après cette guerre, vont se construire à la guerre. Sur le champ de bataille, il n'y a pas d'autre légitimité avant. En temps de guerre, c'est comme ça. Kossam n'a aucun intérêt pour un militaire aujourd'hui au pouvoir. Il n'a aucun intérêt. C'est au champ de bataille que tout se passe. Il peut laisser ses conseils à Kossam, mais lui-même aura intérêt à se promener sur le théâtre, dans les différents recoins du théâtre national. Voilà. Moi, c'est mon point de vue. Les seules assises qui méritent actuellement d'être tenues, ce sont des assises intra-armée nationale, qu'elles soient secrètes ou quoi, en tout cas que l'armée puisse tenir ses assises et se concilier avec elle-même. Se donner la main en se disant la vérité, une catharsis d'abord, puis une plateforme de collaboration intime. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que cette armée pourra être en train de travailler correctement. Parce qu'actuellement, il y en a qui combattent, d'autres détruisent, ainsi de suite, on ne peut pas aller.
Le 3 octobre dernier, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, lors de sa rencontre avec les secrétaires généraux des différents ministères, demandait à ces derniers de travailler à mettre fin aux lourdeurs administratives sur le plateau du JDS. L'administrateur civil et ancien directeur de cabinet du ministère en charge de l'administration territoriale, Bruce Emmanuel Sawadgo, est revenu sur la question en expliquant en quoi ces lourdeurs administratives sont une réalité. Nous l'écoutons, c'est dans ce reportage signé Serge Kabouré. Les lourdeurs administratives, il faut nous en épargner. Mettre fin aux lourdeurs administratives, c'est le vœu exprimé le 2 octobre dernier par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est une réalité à laquelle le citoyen s'est toujours montré impuissant. Et sur la question, l'invité du JDS de ce 9 octobre, Bruce Emmanuel Sawadgo, a estimé que la lourdeur administrative peut se justifier par 3 facteurs humains, matériels et sociologiques. Pour ce qui concerne les facteurs humains, l'administration, c'est un appareil, c'est vrai, mais qui est occupé par du personnel, ce sont des humains qui travaillent. Vous avez des gens qui sont très bien formés, parfois, et donc qui ont le sens de la responsabilité, qui ont le sens du civisme, qui travaillent donc pour l'intérêt général, comme vous avez également des personnes également qui peuvent être mues par des questions de paresse et autres, beaucoup de laxisme et autres. Il y a ensuite des facteurs matériels. Vous savez, dans nos administrations, vous avez des administrations qui sont très bien équipées, qui permettent donc à des acteurs d'aller très vite avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme vous avez certains pans de l'administration qui sont insuffisamment équipés, qui travaillent toujours avec du matériel très très dépassé. Et à cela s'ajoutent, selon l'administrateur civil, des facteurs liés à la réglementation et aux aspects sociologiques. Parfois, l'agent attend que son supérieur hiérarchique donne son OK, lui aussi il attend que le directeur donne son OK, le directeur attend que son directeur général donne son OK, que le secrétaire général du ministère donne son OK, afin que le ministre puisse décider. Bon, tout cela nous met donc dans une situation de lourdeur, et je crois que pour ça, il faut ce qu'on a appelé donc dans la science administrative la subsidiarité. Enfin, il y a des raisons sociologiques. Vous savez que notre administration est héritée depuis la période coloniale, où ce n'est pas le management qui a lieu, mais surtout un système de commandement. Les gens se sentent dans leur confort et veulent commander. Et pour venir à bout du phénomène de la lourdeur administrative, Bruce Emmanuel Sawadgo préconise une formation continue, des agents et une délégation des pouvoirs de prise de décision. Il faut une dose de formation pour les agents. C'est l'un des facteurs principaux. Je crois que la plupart des agents qui sortent de nos écoles de formation n'ont pas de formation continue. Il faut les former de sorte à ce qu'ils soient beaucoup plus efficaces et qu'ils soient à même de répondre aux exigences du moment. J'ai parfois comme l'impression que la société a évolué plus que notre administration. Vous avez des informations qu'on voit sur les réseaux sociaux et l'administration tarde même parfois à réagir. Ensuite, il faut déléguer au maximum les prises de décision. Ce qui est beaucoup plus important également, il faut un système de suivi-contrôle. Il faut que nos inspections soient à la tâche. Toutefois, la réduction de la lenteur administrative n'est pas sans inconvénients, notamment sur les questions de dépenses et de finances publiques. Quand vous voulez aller vite sur ces aspects, et bien sûr, on va avoir des soupçons de corruption et tout cela. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est le contrôle également a posteriori. Au lieu de faire un contrôle a priori, il faut laisser peut-être l'agent exécuter sa tâche et après maintenant faire un contrôle a posteriori. Mais il y a des aspects sur lesquels il faut rester très ferme, surtout pour ce qui concerne les dépenses publiques, mais pour ce qui concerne la papyrasserie administrative, je crois que rien ne nous empêche en ce 21e siècle d'aller très vite dans ce domaine-là. À l'endroit des secrétaires généraux des départements ministériels qui ont reçu l'ordre d'aller un peu plus vite, l'administrateur civil Bruce Emmanuel Sawadgo recommande de s'entourer de compétences diversifiées avant la prise d'un acte quelconque.
Et ce problème de santé que nous abordons à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, hier 10 octobre, la dépression, souvent familièrement qualifiée de maladie de blanc, mais qui est en effet une réalité au Burkina, un deuil, un échec scolaire, un cadre de travail stressant, un chagrin d'amour ou encore un premier accouchement, et la dépression peut s'installer. L'OMS révèle que cette maladie est la première cause d'incapacité dans le monde et au Burkina, elle est la première des maladies mentales avec 12% de la population touchée en 2015. Des patients ont accepté de se confier, c'est dans ce dossier. Cyril Bado est entrepreneur avec, on pourrait le dire, l'apparence de la réussite moderne. La maladie dont il a souffert, la dépression, souvent familièrement qualifiée de maladie de blanc, mais qui est pourtant une réalité au Burkina et gagne toute personne en dépit de ses origines et de son statut. Après les réseaux sociaux, l'entrepreneur expose ici la période sombre qu'il a vécue pendant plus de 2 ans à la suite de plusieurs événements douloureux. En 2012, j'ai eu une déception amoureuse qui m'a très touché et j'étais quelqu'un de vraiment abattu, morose, j'avais des pensées vraiment très noires, j'en voulais beaucoup au monde. Point culminant de tout ça, une grosse perte financière de plus de 21 millions. J'ai dû fermer mon entreprise, mais je n'avais jamais pensé que c'était une dépression. La dépression est un trouble mental courant qui s'attaque à l'humeur en général, avec des manifestations physiques dans certains cas. Elle est la première cause d'incapacité dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé, avec plus de 300 millions de personnes touchées. Parmi les signes qui augurent d'une dépression, il en faut au moins 5 pour poser un diagnostic. Le sentiment de fatigue, de perte d'énergie, pas de goût, de vide, qui sont très importants. Ces 5 signes qui sont présents peuvent être différents selon le type de dépression. Le traitement de la dépression dure 3 à 6 mois et selon le décret de mal-être du malade, peut passer par des psychothérapies. Face à un psychologue dans les cas légers, le patient bénéficie d'une oreille attentive et professionnelle qui l'accompagne dans l'exploration de ses souffrances émotionnelles. On va creuser sur la petite enfance parce qu'il y a quelque chose de très important qu'on appelle le style d'attachement, qui est toute la partie de la petite enfance ou l'identité. Au moment où nous la rencontrons, Yvonne Ouattara reçoit l'une de ses patientes qui est suivie depuis près de 2 ans. Des symptômes somatiques et les débordements émotionnels sont à la base de la situation dépressive de la jeune dame. On a été loin, on a été dans l'enfance, dans l'adolescence. Je n'avais pas fait le lien d'être avec mes émotions et les insomnies, voilà, et les émotions et la prise de poids. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur comment fonctionne mon corps, mes émotions. Ça fait de moi une autre personne et une personne que je pense que mon entourage préfère. Dans les cas d'état dépressif grave, le psychologue oriente le patient vers un psychiatre. Ce dernier, en plus de la psychothérapie, procède par un traitement médicamenteux. Il est également possible de consulter directement le psychiatre. Si c'est une dépression profonde, sévère, c'est tout de suite une hospitalisation qui est indiquée. Mais c'est une dépression moyenne. Généralement, le malade est suivi en ambulatoire. Et quand c'est une dépression légère, c'est également un suivi en ambulatoire. Les spécialistes de la santé mettent un accent particulier sur l'importance de l'entourage du patient dépressif. Un entourage qui, bien souvent, est en décalage avec les réalités vécues par le malade. Il est important que la personne soit bien accompagnée, même pour faire des choses simples du quotidien. Amener la personne à manger, à boire, à aller faire une promenade. Donc, amener la personne à vivre. À un moment donné, la souffrance peut être telle que la personne se dit si je me suicide, ça va finir. Au Burkina, les résultats de la plus récente enquête engagée en 2021 sur la dépression n'ont pas encore été rendus publics. Mais une étude menée plus tôt en 2015 par le ministère de la Santé et ses partenaires prenait en compte pour la première fois la population générale âgée de 18 ans et plus. La dépression, c'est à peu près 12%. Le premier trouble mental au Burkina Faso. Et dans les 12%, vous aurez à peu près 2/3 de femmes. Et quand on prend la population générale, elle est encore beaucoup plus fréquente chez les femmes et les hommes mariés.
Ces chiffres sur la dépression peuvent être jugés importants, mais les spécialistes de la santé confient que cette maladie est la plus acceptée des maladies mentales, si bien que certains patients disent souffrir de dépression, même dans le cas de maladies mentales plus graves telles que la bipolarité ou la schizophrénie. Toutes les maladies mentales prises en compte en 2015, les chiffres issus de l'enquête étaient de 41,43%. Tam Tam Group Presse, dans une nouvelle action de solidarité, le directeur général Yirmaleh Frédéric Somé a apporté sa contribution à la collecte de vivres au profit des populations de la ville de Djibo, une initiative lancée sur les réseaux sociaux pour permettre à la localité de faire face à la crise alimentaire. Le responsable du groupe a fait le déplacement de la Maison de Peuple samedi avec sa contribution, donc précision dans ce reportage signé Fatimata Nikiema. La ville de Djibo est en proie à une crise alimentaire sans précédent depuis des mois. Une situation qui s'est aggravée ces derniers jours avec l'attaque du convoi de ravitaillement à Gaskindé. C'est ainsi qu'est née l'initiative Sauvons Djibo ensemble. Lancée sur les réseaux sociaux, elle s'est concrétisée dans plusieurs villes du Burkina Faso, dont Ouagadougou. Et c'est la Maison du Peuple de Ouagadougou qui a reçu les donateurs, parmi lesquels le directeur général de True TV Watt FM. Occasion pour Yirmaleh Frédéric Somé de saluer cette initiative de collecte de vivres. J'encourage vraiment toutes les bonnes volontés à pouvoir faire autant. Et donc, je pense que c'est dans la difficulté, lorsqu'on montre des actions de solidarité, qu'ensemble nous pourrons vaincre nos difficultés et puis redevenir encore ce peuple que nous étions il y a de cela 15 ans, 20 ans en arrière. Et nombreux sont les Burkinabés qui ont laissé parler leur cœur. Cela à travers des dons de vivres. Les promoteurs, eux, se disent satisfaits de la mobilisation des Burkinabés autour de cette cause. On est vraiment très touchés par le patriotisme des Burkinabés et à venir faire un geste pour accompagner nos frères et sœurs déplacés internes. On se rend compte en réalité que les gens apportent ce qu'ils peuvent et c'est vraiment formidable et c'est magnifique. La collecte qui devait prendre fin le dimanche 9 octobre s'est prolongée jusqu'au lundi 10 octobre sur le site du CIAO. L'étape suivante est de se référer aux autorités compétentes qui seront chargées d'acheminer les vivres aux populations de Djibo. Un peu culture dans ce journal. L'artiste rappeur burkinabé Prince Mike face à la presse ce samedi à l'occasion de la sortie de son nouvel album intitulé Catharsis. Ce deuxième album composé de 14 titres a été présenté donc au cours d'un concert dédicace. L'artiste entend à travers cette œuvre soigner les maux existentiels des mélomanes. Allons maintenant à la découverte de cet album. C'est avec Michael Toukri. Avec son premier tube solo, Prince Mike est de retour sur la scène musicale avec son deuxième album intitulé Catharsis. Cet album est composé entre autres de titres comme Acapera, des tonnes de I Love You, Que du bonheur, Vieillis ensemble et Catharsis. J'en ai connu des défaites et puis là je suis là, je cours, je dis comment est-ce que je fais, je peux pas laisser échapper cette mélodie là. Je vais dans un coin. Heureusement que les portables ont des dictaphones maintenant. Je me rappelle comment on a galéré en son temps. Tu as des mélodies, il faut une radio cassette, souvent ça n'enregistre même pas, et puis la mélodie s'en va, et puis tu sais même pas. Là, j'ai pu capturer cette émotion-là, cette air-là, et j'ai appelé directement à Bazan. Je dis allô, c'est pas une urgence, mais c'est quelque chose de très bon. Le titre Catharsis, titre éponyme de l'album, égrène des combats de l'artiste, sa passion pour la musique. L'objectif de cet album est bien défini, entraîner les mélomanes dans un envol cosmique. Prince Mike joint l'utile à l'agréable en faisant un savant mélange de textes poignants, le tout dans une sonorité musicale captivante. Selon l'artiste, Catharsis est une thérapie musicale dont l'écoute pense un tant soit peu les douleurs du quotidien. Catharsis parce que j'estime que on a une société qui a besoin de communier, autour de cadres qui permet à chacun de s'exprimer. Parce que souvent il y a beaucoup de problèmes qui arrivent parce que beaucoup de personnes sont bâillonnées, n'arrivent pas à évacuer les émotions. Et quand on a beaucoup de désirs refoulés qui restent en nous, après, quand il faut agir, c'est souvent pas beau à voir. Et donc dans l'album Catharsis, j'ai exprimé mes émotions, j'ai exprimé mes états d'âme. Et comme ça a été conçu par le philosophe Aristote, quand vous voyez une catharsis au théâtre, lorsque les acteurs jouent,
le public qui est là, à travers les scènes, que ce soit des scènes pacifiques, des scènes violentes, des scènes d'amour, s'exprime. Alliant avec brio son travail à la musique, l'artiste continue à écrire des textes et à se produire sur les scènes afin de vivre sa passion de la musique. Après son premier album, Littérature, en 2019, l'album Catharsis a été enregistré de 2020 à 2022. Et enfin, championnat national Ligue 1. Enfin, également une journée pour une victoire pour le RCK et le coach Amadou Sampou. En 3 sorties donc, ils ont réussi à l'emporter sur la SEC de Koudougou. Un match joué dimanche au stade municipal dans le cadre de la 4e journée de championnat. On notera également que cette rencontre était émaillée de plusieurs décisions arbitrales controversées. Résumé avec John William Somda. Amadou Sampou peut faire son spectacle. Son équipe a été obligée de puiser au fond de ses ressources pour venir à bout de la SEC de Koudougou lors de la 4e journée de la Ligue 1. Une rencontre engagée, mais surtout gâchée par la prestation plus que catastrophique de l'arbitre Jean-Paul Kabouré, sorti du terrain sous forte escorte des forces de l'ordre. Dans ce choc entre le leader et le champion sortant, il n'y a pas de rang d'observation. Les commerçants de Koudougou tentent Babayourou de loin, mais le portier international reste vigilant et claque en corner. Dans l'autre surface, c'est Aboubakar Sidiki Traoré qui se montre gourmand et oublie de servir ses partenaires. Quelques minutes plus tard, Dramane Kambou voit son coup franc passer devant les cages du portier de l'ASEC. Si Babayourou Sawadogo a l'opportunité de s'essayer sur coup franc dans les dernières secondes de la partie, les deux formations regagnent les vestiaires sur un nul blanc. En seconde période, les premières alertes sont à l'actif de l'ASEC, mais Mohamed Koulibaly se déchire complètement au moment de frapper. Le RCK, qui a compris, répond par Aboubakar Sidiki Traoré, mais la passe en retrait de ce dernier ne trouve personne. Dans cette partie un peu trop engagée, le RCK passe tout près d'obtenir un pénalty sur cette sortie du portier de l'ASEC. L'arbitre ne bronche pas. Le club de la Cité du Cavalier Rouge perdra son portier dans la foulée, évacué sur civière. Dans ses premières minutes, Hamza Ganame, le portier remplaçant de l'ASEC, est sauvé par sa transversale après un coup franc de Dramane Kambou. Mais alors que l'on se dirige vers un nul, le Rail trouve la faille à la 87e minute sur une action qui fera certainement parler. Suivez plutôt. Faute ou pas, l'arbitre valide le but et le RCK en profite pour empocher les 3 points de la mise. Le contact entre Salif Convolbo et Aboubakar Ouedraogo paraît limite, mais l'arbitre Jean-Paul Kabouré laisse jouer. De quoi susciter de la colère du côté du coach Bourema Kabouré de la SEC de Koudougou. L'assistant numéro 1 était devant moi. Et il a commencé à dire faute. Voilà bilan. Il dit faute. L'arbitre n'a pas sifflé la faute. Mais il dit mais pourquoi? Tu as l'assistant numéro 1, tu as vu une faute, mais à pas l'arbitre. Bon, écoutez, on ne peut pas évoluer dans ça là, c'est pas possible. Ils vont en campagne africaine, il faut les aider sérieusement. Et c'est ça là, c'est une victoire pour eux. Peut-être même ils ne sont pas contents. Mais aujourd'hui, dans des conditions difficiles, on vient jouer un match difficile. C'est difficile pour tout le monde. Ouais. Je protestais parce que j'ai dit à mes joueurs depuis mercredi, ce match est faussé dès le départ. Si on vient, on va perdre le match. Et on a dit aux dirigeants, c'est même pas la peine qu'on joue. Laissez, ils vont signer forfait et puis ils vont aller jouer le match tranquillement. Après un début de saison au trou, le RCK connaît enfin le goût de la victoire. Un résultat que les joueurs sont allés chercher. Oui, on a pris jusqu'au bout. On savait qu'on jouait avec le leader et qui a décidé aujourd'hui de mettre la densité dans son camp en procédant par des contre-attaques. Voilà, ça nous a créé des problèmes et c'est le mal aussi pour nous, voilà, de pouvoir placer les attaques parce qu'on n'a pas été patient, ce qui fait qu'en premier mi-temps, il y a eu beaucoup de pertes de balles. Et voilà, en deuxième mi-temps, on savait qu'on allait relever un peu. Quand vous regardez en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup de situations chaudes pour pouvoir marquer. On n'a pas pu concrétiser. Le Sali est venu à la dernière minute, ça montre que c'est une équipe mentalement qui est prête. Si la SEC voit Salitas et l'AS Douanes fondre sur elle au classement, elle reste néanmoins sur le podium pour le RCK. L'occasion est bonne pour se glisser dans le ventre mou du classement et de bien préparer le match de Ligue des Champions contre le Vital Club de Kinshasa à Cotonou le 16 octobre prochain. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite des programmes. Je vous retrouve demain à 7h30.